Le mariage, depuis le moment où il est scellé et conclu, est une chose à faire et non une chose déjà faite. La majeure partie des personnes qui se marient pensent très souvent que se marier est déjà quelque chose d'atteint. Mais ils ne savent pas déjà une chose simple, c'est que c'est un travail continuel qu'il faut faire jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. C'est ça aussi le mariage. Le jour où on déclare qu'on est marié, eh bien on est marié pour la vie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce jeudi 18 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. DBS Matin d'ailleurs qui fait un clin d'œil à toutes les femmes et à tous les hommes mariés ce jour pour leur dire tout simplement, eh bien, continuez à travailler, continuez encore à supporter votre moitié parce que c'est important, parce que vous avez des enfants et parce que vous avez dit oui devant Dieu et surtout devant les hommes. Mais seulement il arrive très souvent, comme ce fut le cas le 14 juin dernier, qu'un homme se lève et décide d'assassiner sa femme. On le sait pour des raisons que lui-même seulement pourrait expliquer. Mais pour l'instant, pour comprendre justement que l'amour est quelque chose d'extraordinaire, n'oubliez surtout pas, si 6 millions déclarent moitié-moitié, 50-50, eh bien c'est ça aussi, le mariage. Mon mousquetaire Alain Diok ce matin, et sans oublier bien sûr Mangué Vernacius. Alain Diok, bonjour. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. C'est pas facile de se marier. C'est pas du tout facile, il faut justement prendre du recul pour choisir son époux, parce que c'est pour toute une vie. Papa me disait un matin, un jour d'ailleurs, que quand on veut se marier, c'est un bon casting, il faut faire ce qu'on appelle un casting. Un casting, absolument. Attention, si vous faites un mauvais casting, mais on peut vous allez vous retrouver dans les emmerdes. Faire un casting. Il faut savoir que le mariage, c'est aussi un don de Dieu. Parce qu'on peut faire tous les castings qu'on veut, mais si ce n'est pas, Dieu qui t'oriente à choisir ton épouse, je crois qu'il est impossible pour toi d'avoir un bon mariage. D'accord, mais déjà avoir un bon mariage aujourd'hui, c'est Dieu, hein? Il faut le préciser également. Mangué Vernacius, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. You know, when you were speaking, I was laughing in the background because there's this notion of marriage that we have now. This 50-50 kind of thing. 50-50, moitié-moitié, cousin. C'est pas... Steve, if you give him 50% in marriage, you will get 50%. Marriage is a 100% kind of enterprise that you go in for. If you give 100%, you have 100%. Non, mais if you give 50%, you will have 50%. La question, ce n'est pas toujours ça. Vous pouvez donner 100% de tout ce que vous pouvez donner de votre amour. Vous recevrez peut-être 20%. Oui, mais it depends on what you give. What you invest into marriage, you harvest it back. En réalité, même, on confond même. Dans le couple, on n'a jamais demandé à deux parties de s'aimer. C'est-à-dire, on demande à l'homme d'aimer la femme. Simple. La femme, en retour, elle doit être plutôt soumise et respectueuse. Si la soumission existe et qu'il n'y a pas d'amour, à quoi ça sert finalement, messieurs? Mais puisque vous êtes là, on va vous comprendre, hein, messieurs. Merci pour ces explications. Mais tout de suite et maintenant, prenons l'information traitée par nos confrères écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie, c'est en langue anglaise avec Mangué Vernacius. For this Thursday, the 18th day of June 2020, we begin a review of newspaper headlines from the Guardian Post newspaper that writes, at least 24 Amba fighters and soldiers killed in military raids across Northwest region, with military commander promising more attacks on separatist hideouts. In this human interest story, calamity strikes non-division where lightning kills 6 from same family and landslide buries 2 children. The lightning incident took place at Bangoren in non-division on Tuesday evening during a thunderstorm, just like the 2 children who were buried by a wall of a house that collapsed in Fumban yesterday. We take the post-weekender on page 2 that says the CPP unleashes legal punch on Minister Atanganji as court nullifies minister's decision appointing leaders for political parties. Then talking about the funeral of Fortso Victor, the paper asks if the 2 billion franc CFA booty is tearing the billionaire's family apart. And talking about military extortion racket that has been uncovered on page 3, we read of the Army General who promises tougher times for culprits. The Horizon newspaper opens with the crisis
at the Catholic University Institute of Boya in the Diocese of Boya in the Southwest region, saying Vatican backs Bibi, embarrassed by rebellion against the authority of the apostolic administrator. The Catholic hierarchy moves in and reinstates order to the chagrin of Father Nkeze. In their inside pages, we read Kawala 1, Atanganji 0. We read that on page 3 of the Horizon newspaper. And in the ongoing crisis in the Anglophone regions, Cameroon army announces victory in Bali, but separatists say they are holding on to their territory. We read all this in the Horizon newspaper. The Reporter newspaper reports that Paul Biya donates kits to religious community. On page 5, the paper tells us Estelle Yomba wins prestigious award as the Guardian Post 2019 Outstanding Woman in Technology. Cameroon Insider, on their part, opens today's edition talking of Paul Biya, who rewards faith-based bodies as his contribution to fighting the spread of coronavirus. As leaders of mainstream churches and mosques received this material from the Minister of Territorial Administration yesterday in Yaoundé. In the National Assembly, Cameroon Insider tells us that there has been 5 bills already in the House as business of the MPs is gradually gaining steam. Cameroon Tribune, on their part, looks at the precious assistance from Morocco and China to assist Cameroon fight the spread of COVID-19 pandemic. The paper says the Secretary General at the Presidency of the Republic received the gift yesterday at 2 separate occasions at the Nsimaleng International Airport in Yaoundé. On Cameroon-Chad electricity connection, the World Bank disburses 252.5 billion francs CFA last Tuesday, June 16th, to boost electrification, the electricity connection in several towns of the 2 countries. And in this good news, Cameroon Tribune tells us that Cameroon has been declared polio-free zone. Read for details on pages 16 to 17 of Cameroon Tribune. Le Jour newspaper on page 6, talking of electrification of Cameroon and Chad, says more than 200 billion francs CFA to interconnect Cameroon and Chad. And the paper says the project is being financed by the World Bank. L'Economie newspaper looks at possible ways to relaunching the economy after the COVID-19 pandemic. These were highlighted in a report presented by the Minister of Economy, Planning and Regional Management recently, as we read on page 2. We take news out of Cameroon beginning from East Africa with the Herald newspaper in Zimbabwe that says, amid an increase in COVID-19 positive cases on the continent, especially among returning citizens, President Mnangagwa of Zimbabwe has called for greater solidarity among world states in the fight against the disease, while China has announced debt cancellation to African countries. In Rwanda, the New Times newspaper tells us that the government of Rwanda has announced that from Wednesday, June 17, Rwanda had eased tourism restrictions, allowing both domestic and foreign tourists to visit some of the country's tourism offerings, as tourism activities, as well as the resumption of international travel for chartered flight, will reopen effectively. In Kenya, the Daily Nation newspaper says Kenya fails to clinch UN seat despite beating Djibouti. However, the contest between Kenya and Djibouti will head to the second round of voting this Thursday. We end in next door Nigeria with the Vanguard newspaper that tells us of the demise of an ideal physician, late Emeritus Professor of Medicine Oladiopo Olojime, who has dropped his stethoscope. Steve, these are some of the information that we could have from Cameroon and some African countries. Merci pour cette revue de presse. On va également retenir que, faut le dire, les populations du nord-ouest Cameroun, qui avaient d'ailleurs invoqué le juju depuis la semaine dernière, apparemment les fruits commencent à tomber puisque 24 Amba Fighters ont été d'ailleurs tués par des militaires après un raid de ce côté du nord-ouest Cameroun. Bon, on espère tout simplement que ça commence à marcher parce que la dernière fois vous me demandiez si, bon, le juju ne marchait pas vraiment. We hope that parce que le juju se retournait plutôt contre les populations. We hope that it will. We hope that it will this time.
from what we are having on the field. Maybe it has started. Espère que ça va aller, ne vous inquiétez surtout pas. Tout de suite et maintenant, prenons la langue française avec Alain Diok. À la une du quotidien Cameroun Tribune, lutte contre le coronavirus, les précieux soutiens du Maroc et de la Chine. Au nom du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, a donc réceptionné successivement hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin d'importants dons de matériel offerts par le roi Mohamed VI et le président Xi Jinping. En page 7 du quotidien à capitaux publics, le budget révisé 2020, l'ordonnance présidentielle au Parlement, le projet de loi donc irrélatif a été transmis par examen hier à l'Assemblée nationale par le président de la République, nous dit le journal. Le quotidien de l'économie indique les perspectives sur les pistes de la relance économique post-Covid-19. Elles ont été évoquées récemment dans un rapport du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Contractualisation des instituteurs, malaise à la base, titre le quotidien. Mutation qui parlait justement des serres écalés qui dénoncent une injustice liée à la limite d'âge. Pour sa part, le MINSUB déclare avoir privilégié les candidats expérimentés, nous dit le journal Mutation de ce jour. D'un malaise à un autre, cette fois, c'est dans les obsèques de Victor Fotso où le tribunal Paris-Nanterre rejette la demande de l'autopsie. Nous renseigne le quotidien Le Messager. En tout cas, la famille est dans l'attente de l'organisation des formalités du rapatriement de la dépouille du défunt maire de Banjoun. Dans le journal Défi actuel, c'est le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foussou, dans une interview accordée au journal, parle de cette enveloppe destinée au financement des projets de jeunes dont les business plans ont déjà été prévalidés et à la construction des centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Eh bien, une cagnotte de 6 milliards de francs CFA pour le PTS Jeunes en 2020. Le quotidien Le Jour nous informe qu'en électricité, plus de 200 milliards de francs CFA pour interconnecter le Cameroun et le Tchad. En tout cas, selon le journal, le projet a été financé par la Banque mondiale. Tout cela est à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour. Tout de suite, direction au Gabon avec le journal L'Union qui titre Covid-19, Chine et Afrique, main dans la main. Un sommet extraordinaire entre la Chine et l'Afrique auquel participait le président Ali Bongo Ndimba, président en exercice de la CEAC, sur le thème de la solidarité contre le Covid-19 s'est tenu hier par visioconférence. Une illustration supplémentaire de la volonté commune de Pékin et du continent africain d'affronter l'ensemble, la pandémie et de ses effets. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous rapportent que le port Yoro est en état de dégradation avancée. L'un des principaux points d'entrée des denrées alimentaires de Brazzaville et des produits de la pêche, le port Yoro se trouve donc dans un état de dégradation avancée. En témoigne l'érosion qui menace donc le site, nous dit le journal Les Dépêches de Brazzaville. En RD Congo, le courrier de Kinshasa évoque la coopération multilatérale et un appui de taille pour la gratuité de l'enseignement. En tout cas, la Banque mondiale va accompagner la RDC à hauteur d'un montant total d'1 milliard de dollars américains de l'Association internationale de développement, une institution de la Banque mondiale qui aide spécifiquement les pays pauvres de la planète. Direction la France avec le journal Le Monde qui parle justement du commerce avec l'Europe qui se protège contre la Chine, nous dit le journal. En tout cas, selon le journal français, la Commission européenne prépare pour 2021 une directive à l'encontre des entreprises étrangères qui bénéficient chez elles des subventions publiques. La suite, c'est avec le journal Le Figaro qui évoque 1940-2020. 18 juin, c'est un appel contre le renoncement. Il y a 80 ans aujourd'hui, le général de Gaulle s'adressait aux Français depuis Londres. Son message invitait donc à la résistance
et annonçait le redressement, nous dit le journal Le Figaro. On termine par le quotidien sportif, l'équipe qui s'intéresse à la Ligue des Champions, alors que l'UEFA a confirmé hier l'organisation d'une finale à Lisbonne pour mener justement la Ligue des Champions à son terme. Le PSG espère disposer de tous ses joueurs, y compris ceux en fin de contrat. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité de ce matin, Steve. Et pendant ce temps, la Ligue 1 n'a pas encore commencé. Oui. Alors que les autres ligues ont justement commencé. L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, sauf en France. Oui, mais la Ligue 1, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas encore renoncé au fait que absolument ils ne vont pas continuer leur championnat parce qu'on connaît déjà celui qui est champion et le second, il est sans doute le troisième. Donc c'est très compliqué. Et pendant ce temps, en deuxième division, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est la même chose. Ceux qui sont premiers montent, les 3 derniers de la Ligue 1 descendent? Absolument, c'est ça le Mais il y avait souvent les barrages, il y avait 2 qui descendaient et puis il y avait 2 qui montaient. Maintenant il y avait un barrage entre celui qui devait descendre en 3e position et celui qui devait monter. Absolument, ça va être très compliqué pour la Ligue 1 cette fois-ci. Mais en réalité aussi, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a d'autres équipes françaises qui compétissent justement à la Ligue des Champions, en Champions League. Donc voilà donc le problème auquel est confronté le PSG que je supporte bien. Ah, d'accord, c'est vous supportez le PSG. CPP 1, alors Kamawala 1, Atanganji 0. Why? Steve, that is the information that we have in the inside page of the Horizon newspaper that says Kawala 1, Atanganji 0. You know, sometime the Minister of Territorial Administration decided to appoint political party leaders. CPP was one of those such party. I think Anese Kane had something to do too in that party. The same thing was also with the UPC party, where the minister decided to appoint who is now the recognized president of these parties. And CPP party did not just take it like that. They took the matter to court, and the paper tells us that the court in Yaoundé nullifies the minister's decision to appoint political party leaders, thereby recognizing Kawala as the president of the CPP party, not because Minister Atanganji appointed one reverend, as the president of CPP. I can't get the name actually, but then it has gone back to the person who people knew of, because we knew that Kawala 1 et puis Atanganji because it is a victory she has scored. Si vous trouvez que c'est une victoire, c'est a victory she has scored against. Je trouve pas que ce soit une victoire, parce que il faut que les partis politiques chez nous essayent de s'organiser à la base, parce que le problème part toujours de la base de ces partis politiques, c'est-à-dire que à un moment donné il y a dislocation, il y a une partie qui pense que il faut renouveler justement les instances de directoire, il y a d'autres qui pensent que non. Elle parle tout le temps de transition politique au Cameroun. Pourquoi pas de transition politique dans ce parti politique? Elle est toujours... Vous savez qu'on parle de transition politique sur le territoire national camerounais, mais au sein des partis politiques, ça... c'est ça donc la grande interrogation. Ceux qui ont créé leur parti vont vous dire, c'est mon parti politique. We understand it. What you are saying, you have a point there, Jackson. But then, let's look at it from this point. I think it is the party to go into their convention and elect their leaders. That one is understood. But when the minister sits in Yaoundé and decides who is the president of this particular party, it is illegal. And that is why the court has to come in to nullify such a decision. Let the party... Of course, we want that there should be this alternation of power in the various parties. That is called for. But in as much as the parties have not done so, we don't know that we don't know the constitution. Il y a parfois aussi un choix à faire, parce que c'est pas seulement le problème du CPP. C'est le problème du CPP. Dans ce parti, c'est pas seulement dans ce parti politique. Il y a ça dans le Manidem, il y a ça dans l'UPC. Je dis donc à la base, si vous ne vous entendez pas à la base, mais le ministre n'a que à trancher. There was no power to in CPP dans le parti politique, je pense pas. Il doit trancher. Mais maintenant il peut mal trancher. Ça, je ne peux pas dire, je ne peux pas cautionner ce que le ministre a fait. Ses règles, et selon ses lois. Mais il peut maintenant mal trancher. Mais c'est parce qu'à la base, vous n'arrivez pas à vous organiser. Donc si à la base, on est organisé, je ne vois pas comment le ministre peut trancher autrement. Bon, monsieur, le Guardian Post nous dit que at least 24 Amba fighters soldiers killed in military raids across Northwest. Donc quelque part, le Juju a, il faut le dire, exaucé les prières. You know, we talk of this Juju issue, swearing it was in Manu division in the Southwest region, where the chiefs, Manu chiefs, decided to consult their gods, asking them to intervene and striking all those who support separatist agenda. Parce que Juju a intervenu.
In Manyo, we are still to confirm this, but this one was in the northwest region, precisely in Bali, where, in fact, a good number of separatist fighters were killed by the military, not only in Bali, but across the northwest region. Yes, a good number of them were killed, and that's what the paper says. About 24 of them were neutralized. And we hope that maybe the Manyo gods have started acting from the northwest region. We hope that they will also continue acting right down to Manyo, the southwest. Mais une interrogation, hein, est-ce que le Nunju passe par les militaires pour traquer les sécessionnistes? No, what they're saying is that we don't know how it will work. It may reduce the powers of the Amba fighters, it may weaken them, and we don't know. This kind of Juju thing... On peut passer également par les militaires. Yes, and act. Mais est-ce qu'avant on ne traquait pas les Amba? Tout ce que Dieu fait est bon. Ça aussi. On ne peut pas l'oublier également. Et pendant ce temps, on nous parle bien sûr de l'université catholique de Buea, c'est ça? Yes, the Catholic University. Et on nous fait savoir que Bibi est de retour. The problem here was Bishop Michael Bibi is the apostolic administrator of the Diocese of Buea. You know, when the residential bishop of Buea went on retirement, Bishop Emmanuel Bushu, the Pope, the Vatican, appointed Bishop Michael Bibi as the apostolic administrator for the Diocese of Buea. Bishop Michael Bibi was the auxiliary bishop of the Archdiocese of Bamenda. So he is not the bishop of Buea, but the administrator. He represents the bishop in every sphere of the diocese. He has the right to appoint bishops. He has to appoint priests, to transfer them. He has the right to carry out all administrative and the management of the Diocese of Buea. So when he came to Buea, he carried out reshufflement of, he appointed priests. And among this appointment, there is one priest, Father George Nkeze. He has been the pro-chancellor of the Catholic University Institute of Buea for 10 years since it was created. Father Nkeze has been the chancellor. So when Bishop Michael came, he decided to change Father Nkeze from the pro-chancellor and appointed another other person. They are talking of Victor Ngo, Professor Victor Ngo, who comes in. En tout cas, c'est une autre victoire. Hein. On peut comprendre que c'est une autre victoire de ce côté-là. But the problem, where this problem has been continuing is, Father Michael Bibi doesn't, Father George Nkeze doesn't want to leave the Catholic University. He doesn't want another person to take over as the chancellor. So he wants to remain to the point of has to go and take a lawyer to come and challenge the action of the apostolic administrator. That is why the paper says the Vatican waits in, because the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, who is in Yaoundé, he wrote back to the Diocese of Buea, warning Father George Nkeze and his lawyers that Bishop Bibi is only answerable to the Pope and no other person. Because it was the Pope who appointed him, and in as much as he is in Buea Diocese, he has the responsibility in the management of the whole diocese, all the institutions in the diocese completely. Merci en tout cas pour votre défense. Hein. Ça semble justement que là, it is not a defense, it is a clarification that we think that church. On vous a compris. Hein. Il a été, il faut le préciser, hein, nommé par le pape. Alors il ne peut qu'être, il faut le dire, hein, suivi par le pape. Il n'y a que le pape qui est son patron, jusqu'à preuve de contraire finalement. That is the meaning, which means that the actions that he carries out in the diocese are legal. Non, on n'a pas dit le contraire. No, because the priest, Father George Nkeze, he refused. En tout cas, The Horizon, to transfer him from the university. The Horizon nous fait savoir tout simplement que Bibi is back. Donc, c'est déjà une victoire, ne vous inquiétez pas, on vous a compris. Et pendant ce temps, le quotidien Le Jour, Alain Dior nous fait savoir que plus de 200 milliards de francs ont été débloqués justement pour interconnecter le Cameroun et le Tchad. Oui, ces 200 milliards on parle d'électricité. Oui, par la Banque mondiale. Mais je crois qu'il y a encore, chez nous, d'abord au Cameroun, il y a plus de 18 000 villages qui ne sont pas électrifiés. C'est très compliqué. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. D'abord, je crois qu'il y a le barrage interconnecté Nord qui est situé dans le lac d'eau. Je crois qu'il y a une partie de l'électricité qui va du côté du Tchad. Là, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer ou à quel niveau on va puiser, justement, puisque je crois que c'est l'énergie hydraulique. Donc, je ne sais pas quel cours d'eau on va utiliser, quel fleuve, justement, on va utiliser. Je ne sais pas où sont, c'est toujours au niveau de la Benue ou la Benue, je ne sais pas exactement. Mais toujours est-il que la Banque mondiale vient donc de faire, je ne sais pas comment, tout c'est un prêt
je ne sais pas, mais 200 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est une somme qui a été débloquée. Plus de 200, il faut préciser par ailleurs, plus de 200 milliards de francs CFA. C'est une grosse cagnotte quand même pour le Cameroun et bien sûr son voisin le Tchad. Et pendant ce temps, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune nous fait savoir qu'il y a le précis soutien du Maroc et de la Chine pour lutter contre le coronavirus au Cameroun. Oui, absolument, mais je note quand même des pays comme le Maroc, je ne comprends pas. Si même c'est le Maroc qui commence à nous donner des dons, oui, dans le cadre de l'amitié. Je vous rappelle un petit détail que jusqu'à preuve de contraire, le Maroc a distribué des masques je suis d'accord. À la France. Je suis d'accord, mais je dis que je ne sais pas pourquoi le Cameroun ne peut pas être à côté du Maroc dans le cadre, dans l'indice du développement. Si c'est le Maroc qui commence déjà à nous donner des dons... Non, mais c'est une coopération entre deux pays. Oui, j'ai dit dans le cadre de la coopération, mais aussi l'individu lambda, il voit ça tellement... Mal oui, un peu réducteur de voir que c'est quand même le Maroc qui a... Nous pensons aujourd'hui qu'au XXIe siècle, il est l'heure que les Africains s'entraident et qu'on se vienne en aide. Une coopération sud-sud, ça peut être le Gabon, ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être la RD Congo, c'est normal aussi. Je ne dis pas que c'est pas normal, mais je dis que nous sommes quand même au même niveau presque. On doit en principe être au même niveau que malheureusement, le Maroc on n'est pas. Et ne pas vraiment à chaque fois faire la main tendue à des pays comme le Maroc. On vous a pas dit que c'était une main tendue. Oui, mais en quelque sorte. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse assez animée. D'ailleurs, on espère seulement que le Djoudjou va accompagner... Le Djoudjou n'accompagne pas. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours les soldats qui sont en train de traquer les séparatistes. Bon, là, en ce moment, je ne sais pas le travail du Djoudjou, qu'ils me disent le travail du Djoudjou. Marguerite Vénus va aller à Djakiri demain. Donc, nous on va dire que Dieu l'accompagne, mais bon, si c'est le Djoudjou qui l'accompagne, il n'y a pas de souci. Thank you. Merci d'avoir été là ce matin, monsieur. Rendez-vous en tout cas pris pour demain. Mes invités sont là ce matin. Dr Yam Timba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Comment allez-vous? Je vais bien. Il fait frais ce matin. Il pleut. Vous savez, nous sommes dans le mois de juin. Depuis le premier jour du mois de juin, il a dit c'est la pluie. Vous devez respecter justement la pluie. Et quand il faut pleuvoir, il pleut. On en a besoin pour manger l'année prochaine. Justement. Et le professeur Rassoumou Jules est là également. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Bonjour le docteur Ya. Bonjour à monsieur Ndom qui est à ma gauche. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Ils sont certainement nombreux à apprécier ce que vous faites. Merci. Je pensais que vous aviez un coup de gueule, mais bon, j'espère que je ne vais pas couper vos élans. Passez par fait, donc bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, bonjour à Yamb, et puis le professeur Mo qui est là avec nous ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS La Matinale. C'est un nombreux fans, ils sont de plus en plus nombreux. Coucou à eux. Bon, écoute, c'est une nouvelle aventure, j'espère qu'on ne va pas les décevoir. C'est une nouvelle aventure, messieurs, et les aventures, elles sont belles, il faut le préciser, surtout quand on est en bonne compagnie. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, voici le débat. Messieurs, comme je le disais à l'entame de cette édition, le mariage, depuis le moment où il est scellé et conclu, est une chose à faire et non une chose déjà faite. Drame familial, un Camerounais vivant aux États-Unis d'Amérique tue sa femme et se donne la mort. Eh bien, cet événement se passe le dimanche 14 juin dernier. Eh bien, la scène s'est déroulée le dimanche 14 juin 2020 aux environs de midi aux États-Unis d'Amérique. Drame familial à Cincinnati, une ville de l'État de l'Ohio, située aux États-Unis. Christophe Takam, c'est son nom, un Camerounais, et ancien élève au lycée classique de Bafoussam, s'est donné la mort. Ceci, après avoir tué sa femme, Annie, rapporte d'ailleurs plusieurs médias américains. D'ailleurs, nous allons voir les images tout à l'heure. Les circonstances du drame. La scène s'est déroulée le dimanche 14 juin 2020, aux environs de midi, comme je le disais. Le couple laisse derrière eux 3 enfants, dont le plus âgé à 18 ans. Les circonstances de ce drame n'ont pas encore été révélées, mais selon quelques indiscrétions, le couple était en désaccord. Et les tentatives de réconciliation ont été un fiasco jusqu'à ce que Christophe
il faut le dire, commettre l'irréparable. L'irréparable, c'était dimanche dernier. D'après dans ses indiscrétions, jusqu'à preuve de contraire, M. Takam est venu au Cameroun chercher sa femme. En venant chercher donc monsieur sa femme, il l'a épousée, il l'a amenée aux États-Unis, payé son billet d'avion et même aller jusqu'à lui payer, il faut le dire, l'école. Quelque temps plus tard, le mariage allait super bien, comme on aime souvent le dire. Ils ont 3 enfants, comme on le disait d'ailleurs. Le premier a 18 ans en cette année 2020. Seulement, à un moment donné dans la vie, et il y a des choses qui commencent à ne pas réellement marcher dans un mariage. Alors la femme se tourne d'un autre côté, divorce par-ci, divorce par-là. Finalement, on arrache les biens de M. Takam, on lui arrache même sa maison. Aux dernières nouvelles, d'après toujours ses indiscrétions, eh bien, M. Takam se rend compte que sa femme sort avec un blanc. Et ils viennent, d'ailleurs, avec M. Blanc et sa femme, viennent habiter dans la maison de M. Takam qu'il avait construit, et sûrement à la sueur de son front. Eh bien, le mec, il va commettre l'irréparable parce qu'il ne va pas du tout accepter cela. D'ailleurs, nous allons regarder cette image, il faut le dire ainsi, le réalisateur nous permet bien. On sortait d'ailleurs les 2 corps, il faut le dire, de la maison, et il y avait, il faut le dire, les badauds qui regardaient justement ces tristes images. On me fait signe d'ailleurs qu'on va le regarder dans un instant ou alors plus tard. Messieurs, voilà la situation actuellement. Voilà les 3 enfants d'ailleurs sur les photos que vous voyez derrière moi. Et on se pose bien des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Patient Parfum d'Homme, comment est-ce qu'une telle chose peut arriver? Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, pour qu'un Africain tue son épouse aux États-Unis. D'abord, je commence par adresser mes sincères condoléances à d'abord ces 3 enfants qui sont restés orphelins de père et de mère, subito. Mais mes condoléances aussi aux 2 familles, parce que c'est aussi un drame familial. De 2 côtés, je crois que les gens ont perdu le sommeil, ils vivent un cauchemar depuis ce fameux dimanche. Mais mes condoléances aussi à toute notre diaspora, à tous les comités africains qui traversent souvent des difficultés dans la vie de couple. C'est un reçu arabibouché, n'est-ce pas? Ces gros trous noirs qui se précisent, d'autres ne parviennent pas. On aurait pu penser que c'est un fait divers. Bon, c'est un fait divers, bon, passons... Il n'y a rien à regarder de ce côté. Mais quand on voit la récurrence des difficultés de vivre ensemble, la récurrence des difficultés des couples, surtout des couples de la diaspora, sans pour autant effacer les difficultés de nos couples ici au pays. Justement. On sait qu'avec la misère, avec la crise, nos couples tiennent tout simplement parce qu'il y a tellement de compromis qui se passent, mais d'autres couples voulent un éclat. Il y a beaucoup de situations désastreuses que nous constatons dans nos familles, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais sauf que depuis un certain temps, on a l'impression, quand on regarde, surtout du côté de notre diaspora, que ce phénomène prend de l'ampleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que forcément, quand vous regardez autour de vous, vos amis avec qui vous avez été, vos parents, etc., ce 10 couples, je peux prendre ces statistiques à mon niveau, 8 ne sont plus ensemble. Alors que sur les 10 couples, on a fêté le mariage en grande pompe, c'était l'amour parfait. Oui. Ils étaient en Occident, ils rentraient de temps en temps en nous gardant des petits cadeaux. Et du jour au lendemain, paf, vous apprenez que rien ne marche plus. Alors, ce qui s'est passé avec le couple Takam, au-delà de l'aspect sur le plan, j'allais dire, émotionnel qu'on peut avoir, sur le plan même de mal-être de notre diaspora, sur le plan culturel aussi, parce que c'est aussi un gros problème culturel que nous devons résoudre tôt ou tard, parce que effectivement, tous les autres peuples du monde, même en Afrique, ne négocient pas cette affaire de mariage de la même manière. Parce que quand on voit par exemple dans les pays comme le Nigeria, les anglophones, le Ghana, il y a des rites très précis qu'on fait à domicile avant de voyager. De telle manière que la femme sait qu'elle est dans des engagements non seulement vis-à-vis de son époux, mais aussi vis-à-vis de sa propre communauté. Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui à un moment donné, pètent un câble, mais on le constate de moins en moins. Même les prostituées ghanéennes et nigériennes, vous connaissez cette histoire, avant de partir, la fille fait des rites avec sa propre famille, elle allait bosser, et les macros qui sont venus la prendre, les souteneurs, disent à la famille, attention, elle veut dégamer, il faut lui parler. Parce que nous, on a fait des rites de déchets avec elle au village, etc., etc. Dans le cas du couple Takam qui nous intéresse, je pense qu'il serait très facile pour nous qui sommes ici de dire, ah, Takam c'est un fou, c'est un débloqué,
ou bien que sa femme Annie, c'était une folle qui n'a pas su comprendre, parce que vous savez, dans ces questions, c'est très délicat de donner un jugement de valeur à partir du moment où on ne connaît pas réellement la vérité, il faut le dire. Oui. Mais on ne peut que faire des supputations. Ce qu'on nous pouvons dire, c'est que premièrement, M. Takam n'aurait pas dû le faire. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il est vrai qu'à plus de 50 ans, quand vous avez fait toute votre vie, vous avez peut-être pris un prêt. Vous achetez votre maison, vous avez peut-être pris un prêt pour faire certains d'autres types d'investissements. À plus de 50 ans, quand vous vous retrouvez dans la rue, sans l'amour de votre femme, sans l'amour de vos enfants, avec, en plus, des prêts à payer. Je sais pas si le divorce avait déjà été prononcé. Si le divorce a été prononcé en faveur de la femme, c'est plus de 70-77% de vos revenus que vous devez reverser. Le divorce avait été prononcé d'après les indiscrétions. Alors, dans ce cas-là, vous vous retrouvez complètement au milieu de nulle part. Il faut avoir des ressources et des ressorts très solides pour repartir, affronter la vie avec tous ces boulets que vous traînez avec vous. Mais surtout sur le plan sentimental, vous voyez comment, à un moment donné, vous êtes moins qu'un chiffon, moins qu'un paillasson, votre propre maison, où vous avez tout votre impérium, avec tout, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez faire chez vous, de joie comme de peine, mais du jour au lendemain, vous êtes expulsé de votre maison. C'est un autre individu qui reprend votre place et dont les enfants appellent soit papa, soit tonton, alors que vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas encore mort. Je crois qu'il faut comprendre que M. Takam était il n'avait plus de raison possible pour lui. Il faut le comprendre. Donc, ça peut poser la question de Mme Takam en disant, ok, madame, attention, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et cela, j'interpelle nos sœurs, nos filles, qui sont dans ces relations-là, mais qui souvent ne connaissent pas, ne peuvent pas comprendre qu'il y a une yellow line qu'il ne faut pas franchir. Deuxièmement, M. Takam, je connais beaucoup d'autres couples qui, avant de s'engager dans la voie de mariage, ont pris des précautions. Ils ont fait des contrats de mariage. Ils ont fait des contrats de mariage pour être légèrement à l'abri des situations désagréables comme celle-là. Les juristes, peut-être, d'autres qui sont notables, vont essayer de broder là-dessus, pour ne pas être complètement dépossédé de tout, le moment où il y a le schisme qui intervient au sein du couple. Bon, maintenant, sur le plan aussi culturel, apparemment, les parents d'Annie Takam n'ont pas aussi pesé de tous les poids pour essayer de résoudre le problème. De contrarier leur fille dans ses ambitions de voir un peu ailleurs. Et parce que des familles qui sont quand même responsables doivent comprendre qu'au-delà de tout, au-delà des biens matériels, au-delà de tout ce que nous avons, il y a des enfants qu'il faut quand même protéger. Si nous ne pouvons pas protéger les enfants qui sont l'avenir, n'est-ce pas, de nos familles et de nos communautés, ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous faisons. Je vais vous donner plus tard, dans mon second tour de parole, ce que font les Latinos. Et pourquoi vous voyez les gars, la droite américaine sont devenus fous. Parce que les Latinos, ils ont tissé des types de stratégies qui font que ils peuvent, si Trump n'arrêtait pas la saignée là, il serait majoritaire aux États-Unis dans quelques années. Je vais l'expliquer plus tard. Maintenant, le deuxième truc, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont vécu ce drame. Ça va être difficile de leur faire comprendre que c'est bon d'être africain. C'est bon d'être camerounais. Ils l'ont vécu. Papa qui tue maman et qui se fout une balle dans la tête plus tard. Ils sont complètement déboussolés. Il faudrait de très bons psychiatres pour convaincre. Oublier même d'ailleurs cette scène. Sans comprendre que ces psychiatres, ils sont souvent aussi, c'est pas les nôtres qui vont leur donner l'amour de la patrie. Maintenant, il y a les lois occidentales qu'il faut questionner. Quelles sont ces lois-là qui, au lieu de protéger le mariage, hâtent plutôt le divorce? Pratiquement dans ces pays-là, on dit, il suffit que la femme se plaigne un peu, les services prennent des gens en charge. Madame, venez. On acte même déjà, on accélère la procédure de divorce. Je crois qu'à un moment donné au Cameroun, ce fut le cas, mais depuis un certain temps, les législateurs ont mis la pilate douce. Les services juridiques, maintenant quand vous allez au tribunal, c'est pas sûr d'avoir le divorce tout de suite maintenant. On donne toujours une seconde chance au couple de pouvoir se rabiboucher. Donc, ce que nous avons vécu là aux États-Unis, c'est le mal-être de notre communauté, de notre diaspora. Il y a beaucoup de cas comme ça qui se passent à l'étranger, mais on peut aussi questionner M. Takam. On est dans nos communautés. On nous dit qu'il avait un compte bancaire de près de 40 millions au Cameroun avec son épouse, son conjoint. À un moment donné, son épouse a dû se plaindre, le compte a été bloqué, apparemment l'argent aurait été rapatrié et madame ça a été. Mais il y a aussi la qualité de vie.
on ne vit pas uniquement pour des projets à long terme de manière indéfinie. Vous êtes dans un milieu, vous avez fait des enfants, mais il faut faire profiter de la vie à votre conjoint ou bien à votre conjointe. Sinon, ça devient un enfer. Il y a des gens qui bossent comme des dingues, matin, midi, soir. Ils n'ont pas une seconde de répit, mais ils n'ont pas aussi des moments de plaisir. Il faut savoir s'octroyer des plaisirs en couple. J'ai l'impression que cette pression de la vie en Occident, où les gens veulent absolument réaliser quelque chose, à un moment donné, fait que nous avons des projets, nous avons des programmes qui sont tellement trop stricts et trop bétonnés qu'on ne parvient pas à comprendre qu'il faut donner la possibilité à l'autre de pouvoir vivre. Parce que quand on regarde Mme Takam après, sur le bras de ce Codem, excusez-moi le terme, on a l'impression qu'elle était heureuse, enfin. Donc, ça pose d'autres types de problèmes que... là, vous la voyez avec son nouveau mec, hein, ouais, comme le gars dit très souvent. C'est blanc que j'appelle le Codem, là. Bon, donc, je pense sincèrement que ce drame interpelle plus d'un, localement. D'abord, c'est chez nous, parce qu'il y a des drames aussi dans nos familles. On ne parvient pas à joindre les deux bouts. Nous sommes dans la misère, dans une misère indescriptible pour la plupart des couples, il faut le dire, il faut être franc. Mais surtout sur la diaspora, pour dire, nous sommes fatigués de vous voir vous déchirer, de vous voir vous séparer. Essayer d'avoir des compromis de manière continue pour pouvoir continuer à vivre. Et à nos sœurs aussi, attention, n'ayez pas... Ne soyez pas aussi égoïste. La vie, il n'y a pas que ça. Quelqu'un soit venu vous chercher, vous a permis de vous former pour avoir un avenir meilleur. Le moment venu, c'est pas parce qu'il y a des difficultés dans votre relation que vous allez le balancer comme un chien, ça il faut le préciser également. Donc voilà. Ça aussi c'est quelque chose de très violent. Mais une fois de plus, il faut que l'État camerounais, et là maintenant je rentre dans la philosophie de l'État, qu'on soit enfin une nation. Une nation qui dès le bas âge, dès l'enseignement primaire, commence à formater les cerveaux de nos petits-enfants, c'est quoi être Camerounais? Et quand vous allez à l'étranger, vous allez à l'étranger pour chercher, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, certaines de nos envies doivent être en dessous du fait que nous devons représenter la nation camerounaise dans toute la complexité de ce que c'est un être humain. Il faut qu'on donne cette éducation, cette culture à nos frères, à nos enfants de maintenant, pour qu'ils sachent que chaque fois qui sont quelque part, ils représentent toute la nation. Et pour cela, ils vont certainement avoir des couleuvres, que ce soit dans leur vie privée intime, mais ils devront toujours être debout, forts, pour continuer à représenter la nation dans toutes ces difficultés-là. Professeur Assoumbou, il y a quand même un autre problème que les Camerounais, depuis ce drame, sont en train de remarquer, c'est que la majeure partie de nos sœurs, lorsqu'elles vont justement du côté de l'Occident, elles n'ont qu'un seul but, avoir un blanc dans leur vie. Oui, merci M. Ngos, et je commencerai... Et comme l'a fait M. Ndom, par adresser mes sincères condoléances aux familles si durement éprouvées, familles au pluriel, parce que le Camerounais, c'est 4 ou 5 familles. C'est plus que ça même parfois. Voilà, parfois plus de 5 familles. Plus de 5 familles. Donc, vous imaginez, c'est un drame qui affecte toutes ces personnes. Une communauté. Toute une communauté. Et toute une nation finalement. Toute une nation, parce que c'est pas seulement la famille qui s'est occupée, qui a investi dans l'éducation de ces personnes, c'est aussi la nation. Parce que M. Takam, d'après ce que j'ai appris, était professeur de collège ou de lycée. Il a enseigné au lycée de Panda, je crois, avant de voyager. Hein? Donc, c'est tout un investissement, former un professeur de lycée. Et à l'extérieur, je peux dire que c'est une ressource importante pour le Cameroun, non seulement pour les familles, mais aussi pour la nation. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin d'une diaspora de qualité. Donc, c'est une perte pour ces familles et pour la nation. Et comme l'a dit M. Ndom tout à l'heure, pour les enfants, c'est un drame qui va les affecter psychologiquement et s'ils ne sont pas suivis, on peut les perdre. Donc, ça me fait beaucoup de peine, un compatriote qui tue sa femme et qui se suicide. Mais il y a, comme l'a dit M. Ndom, et pour répondre à votre question, une désarticulation sociale et un problème de valeur. Il y a la perte des valeurs et à la perte du sens des valeurs. Vous savez, il faut savoir, moi je suis Ekam, qu'est-ce que le mariage chez les Ekam?
on éduque la jeune fille au mariage. On l'éduque à la vie de couple. On l'éduque à la vie avec un époux, avec des enfants. Et on la prépare. On prépare également le jeune garçon au mariage. Et l'amour n'est pas la chose la plus importante chez les Ekam. Le sexe n'est pas la chose la plus importante. On regarde la responsabilité. Est-ce que l'homme que vous allez épouser est responsable? Est-ce que la femme que vous allez épouser est vertueuse? C'est beaucoup plus ce qu'on regarde. Et le sexe dans la société traditionnelle, je crois, bantou de manière générale, n'est pas une cause péremptoire de divorce. L'adultère n'est pas une cause péremptoire de divorce. Non. Quand il y a adultère, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu des crises de jalousie. Sa femme qui reprochait, Anita Kam, qui reprochait à son époux de venir, c'est là couler douce au Cameroun, peut-être avec des belles de nuit, et qui a piqué une crise. Et c'est ce qui a entraîné ces scènes de ménage, cette violence conjugale, puis qui a abouti, monsieur Parfait-Nom l'a remarqué tout à l'heure, c'est une société où les gens vous amènent plus à divorcer qu'à vous réconcilier. Donc, ce que j'ai appris, c'est que ce sont des gens qui ont aidé. Madame Takam a porté plainte, qui l'ont soutenu dans ses démarches. Finalement, elle a obtenu le divorce. Alors qu'en Afrique, quand il y a une situation pareille, il y a des instances de conciliation au niveau de la famille, au niveau de la tribu. Parce que le mariage, ce n'est pas deux individus chez nous. C'est une alliance entre deux familles, une alliance entre deux tribus. Parfois, votre famille, votre père ne prend même pas la parole. C'est le porte-parole de la tribu qui prend la parole quand il y a des négociations de mariage, quand il faut sceller le contrat de mariage. Et toutes ces instances interviennent pour stabiliser le foyer. Et quand il y a des soucis, on se retourne vers ces instances-là. Donc, je crois qu'il y a un problème de valeur. Aujourd'hui, c'est l'amour. Mon mari m'a trompé. En Afrique, l'homme est essentiellement infidèle. Pourquoi? Parce que l'homme est essentiellement polygame. Ce n'est même pas de l'infidélité. Dans nos sociétés, on n'appelle pas ça de l'infidélité. Ok? Donc, une jeune fille qui est préparée à ce que son mari ait peut-être une autre relation ou ait peut-être une autre femme, ne regarde pas le côté sexe. Quelqu'un a défini aimer comme ne pas se regarder l'un l'autre, mais regarder vers la même direction. C'est ce qui est important. Voilà votre première prise de parole. Je vais me tourner vers Dr Yam. Dr Yam, jusqu'à preuve de contraire, on parle de culture. On parle également de cette éducation qu'on devrait donner au jeune homme, à la jeune femme, et surtout l'éducation dans le mariage, l'éducation même de la famille. Patient Parfait-Nom nous parlait tout à l'heure des latino-américains, surtout des latinos du côté des États-Unis d'Amérique. Eux, ils ne se marient qu'entre eux. Ce qui est chose curieuse, c'est qu'en Afrique, on cherche d'abord, on a souvent l'impression qu'il y a toujours ce complexe du blanc qui intervient toujours. Lorsque vous regardez l'Afrique, s'il était possible de se placer au-dessus et de jeter un regard sur l'Afrique, la première chose qui vous frappe, c'est, le professeur le disait, il parlait de désarticulation sociale. En fait, vous avez une société qui n'est plus tout à fait cohérente avec elle-même. Mais en fait, vous avez en plus de cela une totale déconnexion avec l'histoire et avec l'anthropologie. On a l'impression que nos cultures paraissent être quelque chose qui ne nous concerne plus. Oui. Mais la question de fond devrait être de savoir, le professeur a commencé à l'expliquer, mais qu'est-ce que le mariage traditionnellement? C'est ça. Les Occidentaux gèrent le mariage de la manière dont historiquement il s'est constitué chez eux. Oui. Alors, chez nous, le problème de fond, c'est celui de savoir qu'est-ce que le mariage. La plupart des gens se marient sans savoir culturellement, c'est-à-dire que dans ce que leur propre peuple appelle mariage.
Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent que se marier, c'est rencontrer quelqu'un avec qui on se met ensemble, et puis si ça peut aller, ça va, si ça ne va pas, ça ne va pas. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut. Lorsque vous avez des jeunes femmes qui passent leur journée à regarder des telenovelas, qui leur donnent l'impression que les Blancs sont de meilleurs maris, ils donnent toujours, dans les telenovelas, ils ont toujours beaucoup d'argent. Ils donnent tout. Il y a les cadeaux, les fleurs, les chocolats et tout ce qui va avec. Voilà. Et du coup, elles ne comprendront pas pourquoi ils ne peuvent pas accéder à cette vie. Sauf que, et je le dis toujours, faites très attention parce que les désillusions sont énormes. Vous êtes au courant de tout, de toutes les Africaines qu'un certain nombre de Blancs ont dû tuer ici, par exemple à Douala. Vous avez suivi ces drames aussi. Oui, oui. Voilà. Donc, je pense que nous avons beaucoup de problèmes culturels. Nous avons beaucoup d'aliénation culturelle qui est en train de provoquer énormément de drames. Et ces drames-là doivent être l'occasion d'interroger l'organisation sociale qui se consolide chez nous. Lorsque vous avez également des jeunes gens qui ont le sentiment que, certes, traditionnellement, on ne va pas commencer à compter le nombre de femmes qu'un homme va regarder, mais on demande un certain sérieux à tous les hommes. Mais lorsque vous avez également des jeunes gens qui ont le sentiment qu'ils doivent à la fois avoir une femme qui est dans leur foyer, mais en même temps se donner toutes les libertés à l'extérieur, il y a un problème culturel de fond. La vérité, c'est que traditionnellement, même lorsque un homme décidait d'avoir des relations extra-conjugales, c'était des choses tellement discrètes que la plupart du temps, très peu de personnes étaient au courant. Pourquoi? Parce que ce qui, au fond, est important dans nos familles traditionnellement, c'est que, ne l'oubliez pas, ce sont des sociétés pour la plupart matriarcales. Donc, le respect des femmes est sacré. Le respect des femmes est sacré. Les problèmes de fond qui viennent encore, ou qu'on peut regarder, qui minent nos sociétés, c'est que sur le plan de l'éducation, nous avons remplacé tout ce qui était repères traditionnels par des repères qui ne sont pas les nôtres. Un repère culturel n'est pas une chose qu'on décide comme ça. C'est quelque chose qui est la conclusion de débats internes à un groupe social qui décide que, sur la base d'un consensus, se rend compte que c'est la façon la plus efficace de faire les choses, ou la plus efficiente de faire les choses. C'est efficace et ça coûte moins cher de faire les choses comme ça, et ça fonctionne. Alors, malheureusement, quand vous avez reçu une éducation qui vous dit que tout ce que vous faites en Afrique, d'ailleurs, n'a aucune valeur, et que la plupart des règles que vous avez en Afrique sont des règles sataniques, nécessairement, ça crée une facilité ou une certaine... ça pousse les gens à se dire que c'est l'autre modèle qui est bon. Et dans des sociétés où on vous dit, évidemment, on vous poussera au divorce, mais après le divorce, personne ne sera là pour vous consoler ou vous réconforter. Vous devenez simplement la proie facile de tout le monde. Et dans nos sociétés africaines, on ne vit pas dans la maison d'un autre homme. Vous savez que ça ne se fait pas, traditionnellement. Un homme ne va pas vivre dans la maison que paye ou qu'un autre homme a construit. Oh oui. Un Africain ne fait pas ça. Il ne le fait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres que nous ne comprenons pas. Notre rôle ici n'est pas... Nous ne sommes pas venus pour questionner les takam. Non, ce n'est pas l'objectif ici. Parce que dans tous les cas, nous ne connaissons pas le détail de leur vie. Mais quel que soit ce qu'il est, c'est l'opportunité pour nous d'interroger l'organisation de notre société. M. Ndom a parlé de l'éducation. Mais regardez comment sont éduqués, regardez les programmes scolaires. On ne vous parle pas de nos cultures. Regardez même nos propres familles. On passe le temps, on a l'impression que la plupart des parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants à la télévision. Ils regardent les telenovelas, ceux qui ont un peu de chance vont lire 2-3 livres d'auteurs africains, qui parlent de l'Afrique, mais la plupart lisent des choses qui n'ont rien à voir avec nos cultures. Regardez les romans qui sont au programme, qui sont les livres officiels au programme scolaire. Vous avez une bonne partie qui ne sont pas souvent qui ne parlent pas de notre environnement culturel. Et cette distanciation, cette déconnexion
de notre histoire et cette déconnexion de nos valeurs, cette perte du sens de nos valeurs, fait parce que si vous ne pratiquez pas ces valeurs au quotidien, vous finissez par en perdre le sens. Beaucoup de gens vous parlent de certaines de nos valeurs, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parfois, vous vous demandez, mais de quoi ils parlent? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Donc, on a complètement perdu le sens de nos valeurs et on se retrouve dans une vie qui n'est ni tout à fait la vie des Occidentaux, ni tout à fait la nôtre. Mais en réalité, elle est plus celle des Occidentaux que la nôtre. Parce que il est inconcevable, quand même, que des gens qui ont vécu manifestement plus de 18 ans, vous avez un enfant de 18 ans, des gens qui avaient une des 2 décennies, 20 ans de vie commune, aient pu couper leur vie, aient pu décider de détruire leur vie sur des incidents liés au sexe. Je pense que si notre diaspora a tant de problèmes, et si et d'ailleurs elle vit comme la plupart de ceux qui vivent dans les grandes villes ici. Donc si dans les grandes villes nous avons tous ces drames, et dans nos diasporas nous avons tous ces drames, il faut que les gens comprennent que cela va avoir un impact négatif, durable sur nos sociétés. Traditionnellement, la famille recomposée n'existe pas dans nos sociétés. Du tout. Prenez nos langues, ce mot n'existe pas. Ce concept n'existe pas. Pourquoi nos parents, pourquoi nos ancêtres arboraient, ne connaissaient pas ou refusaient systématiquement les familles recomposées? Les familles recomposées sont un drame à la fois culturel, mais également un drame moral. Parce que vous vous retrouvez avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui répondent en fait d'autorités autres, qui sont extérieures à la cellule familiale. Comment vous allez pouvoir harmoniser tout cela? Première chose. Deuxième chose, ce qui est important dans une famille, ce n'est pas vous, les parents, c'est les enfants. Ce sont les enfants qui sont importants. En fait, c'est l'objectif. Nous faisons comme si nous, les êtres humains, nous ne sommes tout simplement pas des êtres naturels, comme si nous n'appartenons pas à la nature. Non, nous appartenons à la nature. Le premier objectif de la vie en commun, c'est la pérennisation de l'espèce. Ce n'est pas notre bonheur, ce n'est pas notre plaisir quotidien. Parce que ce plaisir d'ailleurs est ponctuel. Mais l'espèce doit être pérennisée. Mais vous pérennisez l'espèce comment? Vous pérennisez l'espèce en donnant tout en mettant tout et en ayant pour unique objectif majeur, le bonheur et la sécurité de vos enfants. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et je crois que lorsque vous vivez dans des sociétés permissives où on pense que les gens ont la liberté de tout faire, pour autant que ce soit leur décision, en fait, vous créez une telle fragilité dans la cellule familiale qu'on se retrouve dans ce genre de drame. Je ne voudrais pas... j'ai vu beaucoup de commentaires, des réseaux sociaux, dans d'autres médias d'ailleurs. Je voudrais que les gens collent la paix à cette famille, qu'ils arrêtent de la juger. Je voudrais que les gens se demandent simplement, la société que nous sommes en train de construire au Cameroun, avec tant de conflits, avec tant de violence, avec tant d'agressivité, avec tant d'impatience, avec tant d'impulsivité, tant d'intolérance, est-ce que nous n'avons pas le sentiment que, en grande partie, c'est cette société-là qui est responsable du drame que nous avons vécu aux États-Unis? Parce que les gens se dédouanent en pensant que c'était ce couple-là, que c'était eux. Mais ces gens-là ne sont pas partis du Cameroun ayant 2 ans. Ils sont partis de ce pays étant des adultes. Or, depuis près de 30-40 ans, nous sommes là à construire une société d'intolérance, une société de haine, une société de conflit, une société où tout le monde est agressif. Et nous n'écoutons pas, une société dans laquelle on n'écoute personne. On ne prend conseil auprès de personne, on pense tout savoir, on est tellement sûr, mais tout le monde est toujours en train de vivre dans des difficultés incroyables. Une société où on ne sait pas collaborer. Une société où on a fini par croire qu'on veut tout de suite. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de corruption. Parce que la corruption est un indice d'impatience. C'est un indice d'impatience. Et lorsque, en économie, on analyse une société, on voit qu'elle est extrêmement corrompue, ça veut dire que le contrôle de l'avenir pose un problème. Parce que la question de l'honnêteté en matière économique
est une question de confiance. La confiance est un indice de contrôle sur l'avenir. Et vous allez voir que nous avons perdu cette capacité à contrôler l'avenir. Voilà pourquoi nous sommes dans des solutions de court terme. Voilà pourquoi les divorces explosent. Voilà pourquoi les couples se brisent. Voilà pourquoi, en fait, tout le monde est en quête du matériel et oublie qu'au fond, lorsqu'on a cette chose après laquelle on croit courir, lorsqu'on a tout ce bien matériel, est-ce qu'on atteint le bonheur? Parce qu'au bout du compte, c'est le bonheur qui est important. Et lorsque vos enfants, vous avez tout mis sur eux et que vous avez pu stabiliser la cellule familiale contre vents et marées, vous voyez même à quel point les engagements sont pris sans que les gens ne prennent en considération les mots qu'ils prononcent. Je serai avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour le pire, le meilleur et pour le pire. Mais c'est ça le pire. C'est ça le pire. Et si vous n'êtes pas capable d'affronter, c'est votre capacité à affronter le pire qui permet d'évaluer votre capacité, en fait, à votre sincérité dans la relation dans laquelle vous vous engagez. Et donc, au bout du compte, je voudrais chuter par là. Je crois que ce drame de plus est une interpellation sur la manière dont nous devrions interroger nos valeurs culturelles et notre histoire pour les remettre au goût du jour afin de les insérer dans le cadre de transmission de connaissances dont nous disposons aujourd'hui, dans la stratégie de socialisation de tous les Camerounais aujourd'hui et surtout la réorganisation de notre État, parce qu'il est quand même inconcevable. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas si ça s'est fait, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir lu quelque part que notre ambassade, maintenant je ne sais pas s'ils étaient encore camerounais de nationalité, mais quoi qu'il en soit, s'ils l'étaient, je n'ai pas entendu que notre ambassade dispose de services sociaux qui permettent de suivre les Camerounais à l'étranger pour que dans le cas où ils ont ce type de problème, qu'ils puissent bénéficier, comme cela se fait traditionnellement, de l'encadrement qui permet d'apaiser les cœurs et de pouvoir sauver la famille. La famille entre un homme et une femme est le modèle naturel de la vie et est le seul cadre qui permet de lever convenablement et de façon harmonieuse et dans la paix des enfants. Patient parfait d'homme, il y a le même mot qui revient, c'est la culture, l'éducation. L'éducation justement des Africains, des Camerounaises et surtout des Camerounais. On a également ce sentiment que dès lors où on va du côté de l'Occident, la mentalité change parce qu'elle a commencé à changer, comme le disait d'ailleurs le docteur Yamb, par la télévision, les telenovelas, où tout le monde a besoin d'avoir un homme qui prend soin, moi je parle des femmes, qui prend soin d'elle et qui lui donne des fleurs et tout ce qui va avec, ce qui, il faut le préciser, n'est pas la culture africaine. Oui, mais il ne faut pas non plus qu'on perdions de vue la réalité de l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nos cultures ont été complètement détruites, il faut le dire. C'est quand même 5 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation. Il fallait mimer le blanc. Donc ça a eu un impact. Et depuis plus d'un siècle, nous sommes presque un siècle, nous sommes aussi dans le néocolonialisme. Donc il faut aussi tenir compte de cette réalité. Et ne pas donner l'impression que nous avons complètement gommé, n'est-ce pas, les aspérités par rapport à notre culture de cette réalité. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en capacité, nous, prenons le cas du Cameroun, oui, en capacité de reformater, parce que c'est de cela qu'il s'agira, notre génération, nos enfants, notre monde aujourd'hui, pour qu'ils retrouvent justement cette culture-là que nous avons perdue, que Yamb essayait de décliner tout à l'heure. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, quel est notre poids par rapport à la culture mondiale? Parce qu'il y a une culture mondiale qui est dominée aujourd'hui par la manière de vivre des Occidentaux. On s'habille comme eux, nous sommes sur un plateau, nous sommes tous des Bantous aussi, mais nous parlons français, etc., etc. Je me rappelle encore des gens qui se moquaient de certains quand je tiens encore, ils parlent très mal français. Mais le gars, au même moment, il parlait très mal français, il parlait bêtis, il parlait bassa, il parlait douala, il parlait, je ne sais pas, le féfé, le pidgin. Mais on trouvait que c'était un vaurien parce qu'il ne sait pas conjuguer le verbe mourir au subjonctif imparfait. Vous comprenez? Donc, nous sommes victimes de cette difficulté-là. Plus grave, quand nos enfants sortent d'ici,
de notre cocon familial dans le terrain national, et se projettent, ils vivent à l'extérieur. Pas se projettent, et ils vivent vraiment à l'extérieur, comme c'est le cas de ce couple. Là encore, quand ils reviennent, ils ont changé. Non, ils sont encore sur une autre domination culturelle qui n'est pas la nôtre et qui est perçue comme la chose la mieux partagée dans cet univers. Donc il faut en tenir compte. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre des garde-fous, pour mettre, j'appelle ça des yellow lines, pour dire à ces gens-là, d'accord, vous êtes dans un environnement qui n'est pas le nôtre, qui est particulier, qui a ses règles, mais attention, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Parce que quand vous les franchissez, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez l'esclave de votre culture. Moi, je suis souvent choqué. Toi et moi, nous sommes dans la même ère culturelle. On va au fin fond de nos villages. On trouve dans une hutte, comme c'est la mienne au village, en terre battue, mais un gros poster de Coca-Cola. Vous voyez la capacité de pénétration de la culture des autres chez nous. Est-ce qu'on peut aller au fin fond de l'Oyo, comment tu appelles ça? L'Oyo, là-bas, excusez-moi, et trouver que là-bas, il y a des koala, c'est-à-dire que des trucs en bambou. Pour eux, si c'est comme ça veut dire que c'est dans un musée. Ils ont leur valeur. Il n'y aura jamais les gens là-bas qui vont faire les comptines comme les Nginglaye dans nos langues, qui sont pourtant des réservoirs incommensurables d'apprentissage, n'est-ce pas, d'éducation des enfants. Ils ont d'autres choses. On a parlé tout à l'heure des comptines qui ont disparu d'ailleurs, il faut préciser. Oui. Ça dit que je vois aujourd'hui les gamins qui ne savent pas ce que c'est des comptines. Nous, on est que tous les gamins. Tous les soirs, c'était autour du feu. Et on racontait Nginglaye et Yessé. On racontait des histoires qui, au bout du process, donnaient une leçon, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas que les télénovelas. Regardez certaines chaînes de télévision camerounaises, pour la plupart privées. Ils font la promotion des gens qui amènent les femmes à se décaper la peau. Ils disent, oui, rapide clair, en 75 minutes, tu passes du noir au blanc. Il y a de grands panneaux publicitaires partout dans les grandes villes du Cameroun qui font la promotion de ces produits-là. La plupart des promoteurs de ces entreprises, ils ont pignon sur rue. Certains sont même au calé dans le parti au pouvoir. Ce n'est pas pour attaquer mon frère Assoumou, mais c'est ça la réalité. Il n'y a pas, c'est-à-dire une prise de conscience en disant, attention, il faut au moins que nous résistons face à la bourrasque, face au tsunami de la culture des autres qui est complètement en train de nous avaler. Donc, quand je le dis, je dis quand même que il faut faire très attention. Nous vivons dans un monde qui est comme l'air. C'est comme une période de latence, si je peux l'appeler comme ça. Nous sommes dans une phase transitoire avant qu'on espère que la victoire du bon sens va finir par prévaloir et qu'on retourne quand même à des fondamentaux qui font de nous des Africains à part entière, vraiment à part entière. Nous sommes dans une phase transitoire et il faut essayer de ménager certaines susceptibilités, de ménager certaines envies. Quand un enfant est plongé dans cette culture-là, pour lui, c'est quoi le bonheur? Tout à l'heure, il y a posé la question. Oui. Quand tu reviens là, nos jeunes qui vont à l'ENAM, ils vont dans des grandes institutions. Quand tu te poses la question, pour toi, la réussite sociale, c'est quoi? La réponse est nette. C'est d'avoir plusieurs duplex, on ne sait pas combien va les avoir un parc automobile à ne plan fini, avoir une dame qui accouche, chaque fois que madame doit faire un geste, on paye les billets d'avion, on prend les visas, c'est pour aller faire le bébé doit naître là-bas, pour que cet enfant profite de la nationalité du pays où la femme, madame va accoucher, etc., etc. Nous sommes en plein englués dans un déni de notre propre culture, dans un déni même de notre propre humanité. On pense que c'est la culture des autres, c'est les autres qui ont le bonheur. Donc quand nous sommes dans cette phase transitoire, je disais, il faut faire attention. Oui. De telle manière que les enfants qu'on les éduque, que ce ne soit pas trop violent. La transition. Qu'on les amène pas à pas, étape par étape, à comprendre. Si nous voulons les basculer directement dans ce que nous appelons notre propre tradition, ils ne vont pas nous suivre. Ils ne suivront jamais. Je crois que c'est le cas de ce que cette dame a dû avoir. Je n'ai pas le don de la science infuse, mais j'imagine. Pourquoi je le dis? Moi, je vois beaucoup de couples ici qui sont dans la philosophie de l'accaparement. Ils ont tout. Ils ont fond. C'est-à-dire que toute leur énergie, c'est d'avoir. On oublie les enfants. On oublie de se donner de plaisir en tant que couple. Je connais des couples qui ne savent pas appeler le mari chéri. Il appelle Massa. Pour les plus brimés,
et les moins brimés appellent carrément leur mari par son nom. Dom, viens ici. Mais comment vous voulez que les gens qui vivent dans un contexte pareil, et ils voient quand même d'autres expériences, ne se disent pas que peut-être la prairie est un peu plus verte chez le voisin. Donc il faut que nous aussi nous remettons en question. Premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure Yamba parlait de l'institution qu'est le mariage. Et là je parle à nos jeunes sœurs. Mais on voit comment vivent nos villages. Ce sont nos villages, d'abord, la question de la polygamie, que le prof a essayé d'aborder. Il va revenir d'ailleurs tout à l'heure, il a précisé. Parce que cette question de la polygamie, on nous dit que les nouveaux droits de l'homme, on peut être LGBT, ça passe. Mais si tu es polygame, dans cet univers-là, ça crée problème, sauf que il y a les mormons, on me dirait. Mais en gros, dans la société occidentale, être polygame, c'est une régression. Or, dans nos sociétés, on avait des parents qui avaient 1, 2, 3, 4 femmes, et puis ça n'y a pas de problème. Depuis que nous sommes rentrés dans les cultes de ces gens-là, la polygamie a été diabolisée. On nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et se mettra avec sa femme. C'est ça le sens du mariage. Une seule chair. Et il faut me rendre une seule chair. Donc, si tu as 2, 3 femmes, tu es devenu un diable. Premièrement, la question de la polygamie, il faut que nous puissions aussi la questionner. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que dans le cadre, dans l'environnement dans lequel nous vivons, avec la culture dominante, est-ce que la polygamie est encore une bonne chose? Ça, c'est deux. Deuxièmement, il a toujours posé cette question-là. Je pense que c'est lui qui a posé la question, au-delà de la polygamie. Mais que faisons-nous, par exemple, dans nos cultures? Parce que c'est ça le problème qu'il faut vraiment questionner. Quand 1, 2, 3, on a une femme, on est justement uniquement avec sa femme, on ne voit pas qu'il y a d'autres drames que vivent d'autres gens autour de soi, oui, dans notre propre famille, dans notre environnement, etc., etc. On rentre dans un individualisme qui ne dit pas son nom. Au point où, chaque fois que maman vient chez moi, et que je dis à mon épouse, maman est venue, mais il faut qu'on la raccompagne un peu bien au village. Elle commence à poser ses propres problèmes que, ben oui, toi, tu es tout le temps en train de parler de ta mère, tu oublies que moi-même j'ai mes propres problèmes. Vous voyez comment on n'a pas de désarticulation, mais moi je dis de délitement de cette culture. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Il faut la reconstruire, ça demandera du temps. Pour que cette reconstruction soit efficace, il faut que l'État se saisisse de ces problèmes. On me dit qu'il y a les trucs les services sociaux. Mais nos services sociaux n'existent que quand l'un des conjoints va se plaindre. On ne voit pas les services sociaux dans l'encadrement, justement, n'est-ce pas, de foyers. Les foyers ont des problèmes. Tout à l'heure, il en parlait de la corruption. Je parle aussi maintenant de la grande paupérisation. Un parent investit sur sa fille. Il met tant d'années, souvent, c'est le seul investissement qu'il fait, parce qu'il n'a pas de moyens. La fille reçoit plus ou moins, elle se retrouve de l'autre côté, elle se met avec un conjoint, et le conjoint lui dit, bon, maintenant, c'est seulement ici que ça se joue, hein. Laisse-moi te parler de tes parents. La fille a été agrandie comment? Quel est le lien qu'il dit cette fille-là que tu as connue peut-être quand une fille a 20 ans, elle a déjà fait l'essentiel de son formatage. Elle a vécu des moments avec sa famille que toi tu ne maîtrises pas. Donc quand vous épousez une fille, et vice-versa, la fille qui épouse un homme, sachez que, et là je suis d'accord avec mon ami Asumo, vous avez épousé l'autre famille. Les égoïsmes que ce soit du côté de l'homme ou bien du côté de la femme qui oublie les familles de l'un des conjoints, c'est aussi souvent l'explication des drames. Donc il faut savoir que certains ont tout investi dans l'éducation de leurs enfants. Et vous ne pourrez pas venir prendre un produit fini pour en faire tout simplement votre vision avec vous, vos enfants, et c'est terminé, oubliant que d'autres ont tout investi. C'est leur fonds de retraite. Donc, c'est tellement mélangé, on peut, ce problème qui semble un fait banal, si on va le questionner sur le plan anthropologique, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan même de la construction de notre société à venir, on voit que c'est un vaste chantier. En fait, c'est le mal-être camerounais que nous questionnons à travers ces drames. C'est la capacité des pays africains à comprendre que c'est en nous mettant ensemble que nous allons protéger nos familles, nos cultures, nos populations, mais surtout qu'on va construire notre avenir. Et un avenir ne se construit qu'avec les gens qui sont capables, dès la cellule familiale, de l'encadrer, de l'entourer de toute la chaleur dont on a besoin pour pouvoir s'épanouir. Il faut aujourd'hui que nos décideurs du moment comprennent que l'épanouissement individuel est extrêmement comptable dans l'épanouissement collectif. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas. Donc, moi, je pense que nous sommes dans une phase transitoire. Il ne faut pas être trop sec dans la césure, mais en même temps,
il faut que progressivement, qu'on remette tous ces débats-là sur la table. Maintenant, je vais terminer par quelque chose quand même. Cette question toujours de la réussite sociale. Moi, je vois beaucoup de nos sœurs qui partent ici. Elles se retrouvent en Suisse, elles se retrouvent à gauche, à droite. Quelques temps après, ce n'était pas des lumières. Elles viennent et construisent un meuble. Et tout le quartier dit, waouh, voilà une vraie battante. C'est une vraie lion indomptable. Est-ce que les gens sont contents ou non? Mais personne ne questionne les moyens que cette fille a dû utiliser pour avoir tout cet argent. Nous sommes donc dans une société. Donc voilà que nous avons peigné en perte de repère. Nous sommes dans un monde globalisé. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous sommes dans notre petite bulle. Zen, dans notre bulle, le monde peut monter, il peut descendre, ça ne nous intéresse pas. Non! Nous sommes dans une culture mondiale avec une économie mondiale dominée par le capitalisme qui injecte son venin dans tout le corpus social de notre planète. Et qui fait que c'est difficile aujourd'hui de penser qu'on peut vivre complètement décalé ou bien en dehors de ces influences-là. À nous, vraiment, de questionner, de remettre ce problème sur la table. C'est pas évident. Ce problème que vous pensez être facile à résoudre est l'un des problèmes les plus difficiles que nous aurons à résoudre. Mais surtout, donner... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut commencer par l'éducation au primaire. Dire à cet enfant, c'est quoi être Camerounais? C'est quoi être africain? C'est quoi être l'homme noir sur cette planète pleine d'iniquités? Et que l'enfant en grandissant se dit qu'il a une mission. Parce que quand l'enfant grandit en disant j'ai une mission, vous allez voir que même le rapport au mariage, le rapport à l'accaparement des richesses, le rapport à la corruption, l'enfant va percevoir toutes ces choses-là d'une autre manière. C'est aussi ça le côté spirituel que nous pouvons commencer à insuffler à nos enfants aujourd'hui. Donc une fois de plus, je dis que on a fait que égratigner le sujet, il est très dense, mais en même temps, il faut dire à nos sœurs, à nos frères, qui vivent ici ou bien ailleurs, mais je questionne beaucoup plus ailleurs, parce que je suis traumatisé par le nombre de divorces, de couples éclatés, qui est à l'extérieur, de dire, quelle qu'en soit la difficulté que vous avez, demain a toujours un avenir. Demain a toujours un avenir. Vous pouvez toujours vous reconstruire. Professeur Soumbo, il fait quand même un temps dans nos familles, hein, quand je parle de cette grande famille que nous avions en tout cas à une certaine époque, il y avait un proverbe qui revenait toujours. Dans un mariage, on ne s'aime pas, mais on se supporte. Le but était entièrement et totalement la famille, entièrement et totalement. D'ailleurs, Dr Yam faisait savoir que dans le mariage, la seule chose qu'il y avait comme objectif, c'était de pérenniser justement l'espèce. Tout à fait. Vous avez posé la question tout à l'heure, pourquoi le mot culture revenait avec une persistance diabolique? Parce que c'est l'essentiel. Mon maître, le professeur Taradje, disait nul ne peut se développer avec des valeurs d'emprunt. Voyez-vous, en Occident aujourd'hui, c'est un crime passionnel, c'est une mauvaise gestion d'une incompatibilité d'humeur. Mais pour nous, c'est une famille qui vole en éclats. Oui. Ce sont des êtres humains qui meurent d'une manière tragique parce qu'ils n'ont pas pu donner un sens à leur vie, ils n'ont pas pu donner un sens à leur vie de couple, ils n'ont pas pu donner un sens à leur vie de famille. C'est beaucoup plus cela. Quand vous voyez les agissements de Madame Takam, son mari vient au Cameroun, il se la coule douce. Et puis c'est sûr que 24 heures sur 24, ok, elle a mis des caméras derrière. Voilà, on lui rendait compte de tous les faits et gestes. Si tout ça même paraissait d'ailleurs vrai, si tout ça était vrai d'ailleurs. Si tout ça était vrai, on ne peut pas gérer une vie de couple avec des détails, des suspicions, avec des commérages, avec des suspicions. Et quand vous voyez ce qu'elle fait à la fin, on n'humilie pas un homme. On n'humilie pas un homme. L'humiliation, c'est pour cela même quand une femme est très forte, elle ne bat pas son mari. C'est la dernière. Même si votre mari est faible. J'ai vécu une scène assez incroyable entre des grands-parents. Bon, l'homme qui était déjà bien vieux, qui n'avait plus de force. La femme qui était encore bien jeune, qui était... Mais le gars, pour venir frapper sa femme, il allait prendre les langues
il préparait le coup de poing et la femme était là comme ça. On lui dit, mais fuis. Il dit, non, je ne peux pas fuir. Je ne peux pas lutter avec un homme. Fuir même déjà, c'est lutter avec son mari. Elle recevait des coups comme ça. Heureusement, bon, vous, avec l'âge, les coups n'étaient plus très violents. Oui. Donc, c'est ça quand on parlait de culture. Vous ne fonctionnez pas dans un ménage sur la base des ragots. La femme, c'est la base de la famille chez nous. C'est la base de la famille. L'homme va à gauche, il va à droite, etc. L'essentiel, c'est qu'il revienne à la maison. Parce que dans notre culture, un homme ne se perd pas, il revient toujours. Vous avez lu Mon petit Ville cruelle. Un homme ne se perd pas, il revient toujours. Il revient toujours. Ne vous inquiétez pas. Il va revenir. Même à 2h du matin en chantant, en faisant du bruit, pour que s'il y a quelqu'un dans son lit, qu'il dégage. C'est pour ça que je vous ai dit que le sexe n'est pas l'essentiel dans un mariage. Ce n'est pas l'essentiel. Cette femme ne l'a pas compris. Vous savez, on a eu des couples chez nous où c'est la première épouse qui allait chercher la deuxième. Surtout quand elle n'a pas fait d'enfant. Le docteur Yam l'a dit tout à l'heure. Les enfants, c'est essentiel. Nous, ceux qui sont chrétiens, c'est la base du mariage, la procréation. Allez et multipliez-vous. Alors, elle va chercher la deuxième femme, qui parfois l'appelait maman. La deuxième femme qui était comme sa fille et qui faisait des enfants. Et je vous donne un exemple chez moi où la deuxième femme a fait 3 enfants, mais pas avec son mari. Et son mari, au village, on connaît quels sont les parents de ses enfants. Personne ne peut en parler, parce que l'essentiel, c'est le nom. La filiation, ce n'est pas le sang, c'est pas ceci, c'est le nom. Et aujourd'hui, ce grand-père a une progéniture nombreuse. Et on sait que ses enfants n'étaient pas lui. Quel est le sens qu'on donne à une famille? Quel est le sens qu'on donne à la vie? Quel est le sens qu'on donne à la vie de couple? Et je dirais que nous parlons de culture. Monsieur Takam également, j'ai lu un tout petit peu l'un de ses posts sur Facebook, qui est en anglais. Il dit, real life lesson. Never let anybody play you. When that happens, everybody will tell you, don't worry, God will make them pay. Don't listen to that business. Nobody has ever come back from death to tell you how it works on the other side. If someone plays you here, make them pay here and now. I don't believe in life beyond death. Vous vous rendez compte? Quel est cet Africain qui s'exprime ainsi? Quel est cet Africain qui s'exprime ainsi? Un Africain ne se suicide pas, monsieur. Non. Vous vous suicidez, c'est fini pour vous. Vous êtes un lâche, vous êtes un lâche. Vous êtes un lâche, vous n'êtes pas un homme et vous n'avez aucun avenir dans l'au-delà. Parce que l'au-delà, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Pour se suicider, il faut être courageux. Hein? Oui, c'est être lâche. Il faut être lâche de la vie. Il faut être courageux pour se suicider. Il faut déjà savoir également que votre âme va errer. Votre âme va errer. Et quand on parle des ancêtres, vous suivez certainement mon frère Bingon de François, le docteur Bingon de François. Quand vous vous suicidez, ceux qui deviennent ancêtres, ce sont des gens qui ont passé un certain examen de sainteté, un test de sainteté. Vous vous suicidez, vous ne serez jamais un ancêtre, vous allez errer. Et même s'il faut recommencer le cycle, vous allez recommencer comme poussière. Imaginez s'il faut partir de la poussière pour revenir à l'être humain. Ça fera des siècles et des siècles. Vous êtes une âme en paix. Un homme ne se suicide pas. Et vous ne tuez pas votre épouse. Parce que la mère de vos enfants. Et laissez vos enfants. L'essentiel, ce sont ces enfants-là. Et justement, chez nous, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Je suis là à cause de mes enfants. Une femme ne quitte pas le mariage quand elle a des enfants. Non. Parce que c'est la catastrophe. Alors, votre épouse, vous la tuez. Vous vous tuez. Vous avez 3 enfants. Qui sont de vous? C'est votre sang. En fin de compte, vous disparaissez. Vous mourrez pour de bon. Vous mourrez pour toujours. Parce que même pour vos enfants, vous n'existez. Ils auront honte de porter votre nom. Vous serez une honte. Vous disparaissez à jamais. Donc, il y a un problème. Nous revenons sur les valeurs, sur la culture. Monsieur Dom a parlé
justement de l'éducation, et d'ailleurs le docteur Yam aussi, de nos programmes. On a vécu, vous avez raison, des siècles d'esclavage, un siècle de colonisation. La désarticulation sociale naît justement de cette période d'aliénation où nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes. C'est ça l'aliénation, vous devenez étranger, et l'Afrique est devenue aujourd'hui une poubelle culturelle, chacun vient jeter ses déchets culturels, et ces déchets culturels, curieusement, sont prisés. Vous avez parlé de novellas et de toutes ces histoires qui sont en train d'aliéner le bonheur dans le mariage. D'aliéner, oui, le bonheur dans le mariage. Je t'aime, je suis fou de toi, je suis machin. Ce n'est pas ça. J'ai dit tout à l'heure, la définition de l'amour chez nous. Vous savez, un homme est capable de mourir pour son épouse sans lui dire tous les jours je t'aime, encore que c'est Bob Marley qui a dit ça. Pour chanter l'amour, on n'a pas besoin de dire je t'aime. Non, l'amour c'est autre chose. Et je vais vous dire que pour un homme, un vrai, on ne touche pas à son épouse. Il préfère se sacrifier pour son épouse, pour ses enfants. C'est ça l'amour, c'est ça sa façon d'exprimer l'amour. Et je terminerai par une chose. J'ai écrit un livre, je crois en 2012, Enseignement oral des langues et cultures africaines, que j'ai envoyé 2 ou 3 fois au ministre de l'Éducation de base. On s'est retrouvés, je crois, dans une conférence, et je lui ai dit, mais je vous ai envoyé 2 fois, et je n'ai jamais reçu, j'ai encore envoyé, je n'ai jamais eu de réponse. Et ce livre est considéré par mes étudiants comme une petite Bible, enseignement oral des langues et cultures africaines. Comment on peut enseigner les langues et cultures africaines oralement dans tout le pays, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel dialecte. Il suffit de constituer son petit corpus. Et les élèves, les étudiants peuvent me t'aider à constituer le corpus parce qu'ils vont participer activement à l'action pédagogique. Il est question d'enseigner nos valeurs, notre culture. La loi d'orientation de l'éducation dit quoi? Il faut former des Camerounais enracinés dans leur culture et ouverts au monde. Enracinés dans leur culture. Comment se fait cet enracinement dans l'éducation, dans nos familles, mais beaucoup plus aujourd'hui à l'école. Parce que l'école, c'est essentiellement un instrument de transmission d'une culture, de transmission d'une civilisation. Nous sommes en train de transmettre la culture des autres, de transmettre la civilisation des autres, que nous allons pérenniser. Pendant ce temps, nous allons mourir. C'est ça qui nous fragilise. Et justement, ce drame est survenu parce que ce couple était fragilisé. Si ces gens avaient vécu au Cameroun, je crois que ça ne serait pas arrivé. Parce qu'il y a des instances de régulation sociale qui probablement les auraient, comment dirais-je, découragés à en arriver jusque-là. Vous le savez, même quand la femme s'en va, elle reste votre épouse. Oh oui. Elle reste votre épouse, surtout quand elle a fait des enfants. Et elle peut revenir quand elle veut. Elle revient. Vous ne pouvez pas lui dire non, vous venez chercher comme machin. Même si vous ne continuez pas à partager le même lit, elle est chez elle. Ce drame ne serait pas arrivé. Justement, Dr Yamb, on est en train de s'acheminer justement vers la fin de cette édition de DBS Matin. On sait également que sur le sol africain, quand on se marie, ce n'est pas pour se séparer. Je parle sous le couvert des 2 aînés. Je sais pas s'il y a un mot pour divorce. Il n'y a pas. Non. Vous savez, on peut. L'esclavage et la colonisation n'ont pas effacé nos cultures. Il y a eu certainement comment je vais dire ça? Il y a eu une déconnexion, une certaine aliénation, utilisons le mot simple. Il y a eu une stratégie d'aliénation, puisque de toute façon, il le disait. Mais ils n'ont pas pu effacer nos cultures. Le problème, c'est cet État néocolonial qui ne se saisit pas du problème, qui pense que le problème de fond des Africains, c'est d'avoir plus de routes, c'est d'avoir plus d'immeubles, c'est d'avoir plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Ce sont des problèmes que nous avons, qu'il faut résoudre. Mais le problème majeur, le problème essentiel, fondamental que nous avons, c'est le problème culturel.
tant que le réarmement culturel ne va pas se faire, faites tout le réarmement militaire ou je ne sais pas trop quoi, nous serons des peuples dominés. Pour une raison toute simple. C'est lorsque vous avez la fierté d'être vous-même que vous avez non seulement la fierté de préserver votre liberté, de votre dignité, mais que vous avez également les capacités, les ressorts psychologiques et mentaux qui vous permettent de vous projeter et de rester et de pouvoir conquérir, maîtriser votre espace et conquérir les espaces de savoir et de réalisation économique et scientifique qui s'offrent à vous. J'ai bien aimé la chute du professeur Assoumo. S'ils avaient vécu, il a dit s'ils avaient vécu au Cameroun, j'aurais pensé s'ils avaient vécu en Camerounais. Parce que après vous pouvez être Camerounais où que vous soyez. S'ils avaient vécu selon nos valeurs, avec la pleine signification, la pleine connaissance de la signification de nos valeurs, ils n'en seraient pas arrivés là. Lorsque vous avez 3 enfants, pour un homme, vous avez une responsabilité énorme. Donc, votre famille, vous ne l'abandonnez pas. Lorsque vous avez 3 enfants, pour une femme, il n'y a rien. Du point de vue de l'Africain que nous sommes, il n'y a rien sur terre qui puisse vous séparer de vos enfants, de votre famille. Ça n'existe pas. On ne se marie pas en Afrique pour se séparer. Les gens, les bien-pensants, très aliénés, très complexés, vont venir vous dire que oui, vraiment, mieux vaut être seul que mal accompagné. Si ça ne va plus, il faut pouvoir partir. Quand une femme se marie, elle ne devient pas votre propriété. Mais qui a dit ça? Ça sort d'où? Est-ce que dans nos cultures, on dit que la femme devient la propriété de quelqu'un? Nous sommes le seul peuple, les seuls peuples au monde où la femme ne perd pas sa personnalité juridique. Chez nous, Madame Gauss, ça n'existe pas traditionnellement. Le seul nom qui existe, c'est le nom qu'elle avait quand elle était jeune femme. D'ailleurs, quand on veut ajouter Madame Gauss, c'est dans des circonstances très particulières, mais on commence par déclamer son identité juridique, c'est-à-dire son nom de jeune fille, avant d'ajouter qu'elle est Madame Gauss. Le respect de la femme que les Africains ont traditionnellement développé est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Et je suis toujours surpris que les dernières à savoir quelles sont les femmes les plus respectées culturellement dans le monde qui sont africaines, ce sont nos femmes, qui ne le savent pas. Traditionnellement, chez nous, l'homme et la femme, c'est ça. Nous sommes tous les deux égaux. C'est une égalité radicale. Tout à fait. C'est une égalité radicale. Et le fait d'avoir oublié ça, c'est ça qui a conduit, c'est ça qui fait que nous avons d'ailleurs même l'organisation de nos institutions sociales qui est complètement différente de l'organisation sociale, de l'organisation traditionnelle de nos sociétés. Lorsque nous allons pouvoir accorder tout ça, vous verrez que nous aurons des États plus solides et nous aurons des hommes, des personnes, je dis des hommes, on va dire c'est sexiste, mais nous aurons des citoyens plus sûrs d'eux, plus fiers d'eux. Je crois que la question que soulève le drame que nous vivons aujourd'hui, et je pense peut-être que dans un contexte un peu plus sérieux, oui, certains de nos députés devraient se saisir de nos parlementaires, devraient se saisir de ce genre de choses et s'en inspirer pour faire une proposition de loi qui améliore notre code civil de manière générale. Notre gouvernement devrait s'inspirer de ce genre de choses pour faire des projets de loi qui améliorent notre code civil. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme les Occidentaux. Nous ne sommes pas des Blancs. Nous ne sommes pas des Blancs à peau noire. Nous ne sommes pas des Blancs. On peut dire tout ce qu'on veut, nous ne sommes pas des Blancs. Même si la société commence à être acculturée? La société n'est pas acculturée. Nous avons un État acculturé. Faut faire cette différence. Nous n'avons pas de société acculturée. Quand vous allez là, en route, tous ces gens-là qui gèrent la régulation des médias, de la gestion, qui gèrent l'espace public, de la communication publique, qui vont permettre que, tout à l'heure, Ndom parlait de la publicité, des publicités bizarres, qui permettent ce genre de choses. Les mêmes gens, quand il faut qu'on vienne épouser leur fille ou qu'eux-mêmes aillent se marier, ils n'ont jamais changé les règles traditionnelles. Ils ne les changent pas, ils n'osent pas. Donc c'est notre État qui est un État aliéné, c'est un État acculturé, alors que le peuple, en réalité, le peuple essaie de s'accrocher autant qu'il peut à notre culture.
Mais notre État, lui, étant acculturé, malheureusement ne l'aide pas. Un peu comme un noyé, quelqu'un qui se noie et qui essaie de s'accrocher à la vie, à un radeau. Malheureusement, vous ne faites rien pour qu'il monte sur le radeau. Vous ne faites que l'enfoncer. En fait, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Notre défi le plus urgent et le plus important, c'est le défi du réarmement culturel. Et ce n'est pas compliqué. C'est parce que la culture n'est pas l'affaire des individus. La culture est l'affaire des groupes et de l'État, in fine. Parce que le pouvoir, la puissance publique, quand elle se met en branle, vous n'avez pas le choix. Je vous prends un exemple. Imaginez un seul instant qu'à compter de maintenant, on dise plus de telenovelas à la télé. Ce n'est pas vous qui en décidez, c'est l'État. Qu'on dise on ne veut plus les films qui font la promotion de l'homosexualité. Toutes les séries qui passent sur tous les bouquets de télévision ne font que ça. Il y a toujours plein de PD. Ah oui, donc à dire que je suis pas politiquement correct, je m'en fous. D'ailleurs, la loi est contre cette affaire. Je crois qu'il y a une loi qui interdit cela. Donc, que les gens soient contents, ça, vraiment sur ce type de questions, des questions de principe, je m'en fous. C'est votre droit, c'est votre droit le plus absolu. Donc, il faut que l'État, ce n'est que l'État qui peut interdire ce genre de choses. Il faut que l'État interdise toutes les séries qui donnent le sentiment que les femmes peuvent quitter leur foyer à tout moment, que les hommes, eux aussi, peuvent à tout moment se permettre toutes les divagations qu'ils veulent. Il faut qu'on rappelle aux gens que quand vous vous suicidez, vous n'avez plus de droit dans notre société. Vous n'avez aucun souvenir, aucune mémoire. Vous n'avez même pas le droit à une sépulture. Aucun enfant ne portera plus votre nom. Aucun enfant ne portera plus jamais votre nom. C'est ça la culture. C'est ça, chez nous. Quand vous vous suicidez, vous dites que vous n'êtes plus un être humain. Parce que traditionnellement en Afrique, vous n'avez pas le droit d'être désespéré. Pourquoi vous désespérez? Pourquoi est-ce que vous désespérez? Un homme qui a perdu de l'espoir n'appartient plus à l'humanité. Voilà ce que disent les Africains. Vous n'avez pas le droit de perdre espoir. La facilité avec laquelle les gens pensent que c'est le confort matériel qui fait le bonheur est quelque chose de sidérant. Mais dans ce cas, tous les riches devraient être heureux. Vous avez le sentiment que tous ceux qui sont riches sont heureux? La chaleur d'une maison, la douceur de l'entente dans un foyer, la beauté du sourire, de la tolérance, de l'écoute dans un couple. Est-ce que ces choses-là s'achètent? Non, du tout. Je crois que nous avons perdu le sens des réalités parce que, évidemment, nous avons cet attrait pour les autres, pour l'autre culture qui est forte, qui nous séduit. Évidemment, que Coca-Cola arrive au fin fond de nos villages, c'est parce qu'il y a des circuits financiers qui le permettent. Et c'est ce circuit financier, c'est ça, l'une des thèses centrales de Tunjang Pwemi. Et l'une des démonstrations les plus rigoureuses et jamais remises en question jusqu'aujourd'hui, c'est que la culture suit le circuit financier. Et l'une des meilleures façons de briser ces circuits financiers qui nous aliènent, c'est par exemple d'avoir notre monnaie. Et lorsque nous pouvons avoir notre monnaie, nous créons donc en interne quelque chose qui est un circuit financier national qui est fermé au circuit financier extérieur. Et c'est ce type d'organisation qui porte la créativité interne et qui permet à une société de se restructurer et de se réorganiser, de se ressourcer dans ce qu'il a de fondamental. Le réarmement culturel dont je parle, et qui pourrait, et j'en suis certain, nous éviterait de tels drames. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point l'Amérique se délecte de ce genre de choses. C'est une honte. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour tous les Noirs. Après le drame de George Floyd, mais vous pensez que l'Amérique dit quoi? Mais regardez-les. Regardez-les. Ils sont là à nous pointer du doigt, à dire qu'on a tué George Floyd, mais regardez comment eux-mêmes ils se comportent. Voilà la honte, l'opprobre jeté sur nous. Pourquoi? Simplement parce que nous avons cédé le pas et nous pensons que vivre comme les autres est la meilleure façon de faire. Quelle est la personne qui pousse Madame Takama à aller porter plainte? C'est sa patronne. Sa patronne est quoi? Elle est noire. Et donc, du coup, en fait, nous avons une telle facilité à écouter les autres. Pourtant, elle n'a pas écouté ceux de sa famille qui voulaient la réconcilier avec son mari. Mais elle a écouté
quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile de la comprendre, mais elle est dans un environnement elle était dans un environnement avec tellement de pression de cet environnement qu'elle a cédé en fait. Et elle a cédé à cet environnement parce que les ressorts culturels ne lui ont pas permis d'y résister. Et donc, oui, allons-y. C'est là où on interpellera l'État. On dira tout ce qu'on voudra, mais on arrivera toujours au bout du compte à l'État. La question de l'enracinement culturel qu'évoquait le professeur Assou. Mais cet enracinement culturel, c'est probablement le bout de phrase le plus important de toute l'architecture juridique de ce pays. L'enracinement culturel. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, nous vivons exactement comme nos grands-parents, nos ancêtres, on n'aurait pas ce genre de choses. Beaucoup de nos femmes aujourd'hui, beaucoup de nos filles aujourd'hui vont vous dire « Ah, nos parents, nos grands-parents, ils tapaient nos femmes. » Qui vous a dit ça? Quand vous regardez nos quartiers là, les hommes tapent leurs femmes tous les jours, 46% des Français battent leurs femmes. Est-ce que vous le savez? Mais ils ne vous le diront pas sur leur chaîne de télévision. Mais 46% battent leurs femmes. Vous avez au moins une femme qui décède chaque heure en Europe du fait des violences conjugales. Oui. Vous en avez les mêmes choses ici? Vous avez l'impression que c'est ça qu'on vit ici? Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne pensons pas que nous avons des valeurs qui sont bien meilleures et qui préservent mieux la vie? Ces valeurs demandent beaucoup de courage. Parce que pour pouvoir supporter, pour affronter le pire du mariage, vous devez avoir beaucoup de courage. Et il n'y a rien de plus admirable que le courage des hommes noirs. Parce que vous croyez qu'il n'y a que les hommes qui sont mauvais dans un foyer? Est-ce que les hommes africains vous parlent de ce que leurs femmes leur font? Ils ne vous en parlent jamais. Pas du tout. Ils ne vous en parlent jamais. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est ça les Africains. Parce qu'un homme doit toujours couvrir sa famille, protéger sa famille. Et la première protection que vous assurez à votre famille, c'est de ne pas en parler. Merci, messieurs. Patient Parfum d'Homme, il y avait également le fait qu'on avait des tribunaux coutumiers, traditionnels, même des tribunaux familiaux, que lorsqu'il y avait un problème dans un couple, tout de suite, si on n'avait pas écouté la maman, on n'avait pas écouté le papa, on écoutait le beau-père ou la belle-mère. Dans le cas contraire, on créait immédiatement un tribunal pour justement résoudre le problème. Oui, mais tout à l'heure, je pense que nous avons posé le problème sur la table. On a posé le problème. Oui. Tout à l'heure, il y en parlait de réarmement culturel. Le problème, c'est comment on fait. C'est la méthode. On a à côté de nous un pédagogue. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut d'abord qu'on parte d'un constat. L'analyse des faits nous prouve que nous sommes des peuples dominés par la culture des autres. Il faut d'abord qu'on s'entende bien dessus, qu'on soit d'accord. Et qu'on se sépare justement de cette culture. Mais ces peuples dominés, n'oublie pas qu'ils ont eu quand même une culture qui a fait leur dignité. Comment faire donc pour que nous puissions être en accord, avec le nouvel environnement dans lequel nous vivons, et avec le fait que nous savons pertinemment que nous avons une culture qui n'est pas la culture dominante d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait des étapes, il faut qu'il y ait beaucoup de pédagogie, il faut qu'on aille moment après moment dans la conquête de cette dignité dont nous avons besoin. Le schisme aussi radical ne marchera pas. De deux, ce qui est plus grave. Nous avons des enfants qui ne vivent plus dans notre environnement. Tout à l'heure, il me disait que, je crois que c'est le professeur qui disait que peut-être que s'ils étaient ici, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cette extrémité. Cela ne veut pas dire pourtant qu'au Cameroun, qu'il n'y a pas de déchirement. Non. Souvent même très violent dans nos couples. Il faut poser la question à nos sœurs qui vous disent que souvent leurs couples sont de véritables enfers. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que ceux qui sont ailleurs, et là Yamba dit, est-ce qu'il n'y a pas un service social dans les ambassades, etc., etc. Moi, je vais loin. Je dis que même quand vous avez pris la nationalité de notre pays, il faut que notre pays, que votre pays s'occupe de vous. Que les gens, dans des moments de difficulté, se disent, il y a quand même des cellules de conciliation qu'on peut d'abord convoquer, pour qu'on essaie de voir c'est quelque chose à faire. Mais quand vous êtes totalement absorbé par la culture des autres, vous réfléchissez comment? Ils volent votre mode de pensée et puis c'est terminé. Donc je vais finir quand même pour dire à nos frères, à nos sœurs, sachez aussi vous octroyer des moments de plaisir. Souvent nos couples, c'est trop plat. On fait semblant comme si le monde n'existait pas.
il faut savoir vous accorder le plaisir, ce n'est pas seulement au lit. Le plaisir, moi j'ai vu par exemple une photo de cette jeune fille sur un cheval. Je me dis, peut-être que son mari ne l'amenait jamais faire de l'équitation. On ne sait jamais. Peut-être que c'était ça, son hobby. Il faut sonder l'autre, comprendre l'autre. Surtout qu'eux, ils ont des moyens que nous n'avons pas ici. Notre moyen, c'est mon frère. Non, le kitoko. Hein? Mais eux, ils peuvent s'octroyer de plaisir. Il faut que ce soit des ménages épanouis du point de vue de ce dont ils sont capables de s'offrir. Ils essaient de voir. Peut avoir, même ici. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile. On d'aller manger un maquereau au bord de la route. Bon, pour elle, peut-être c'est le nirvana, mais les autres, ils ont vraiment une panoplie. Comment il y a des endroits où on peut trouver la salade à 1000 francs. Monsieur Ngosles, je connais ces endroits-là. Bon, donc vraiment, une fois de plus pour dire à nos filles, à nos frères qui sont à l'étranger, vraiment, revenez à la raison. Le monde, il est comme ça. Mais ce n'est pas une tribune de racisme ici. Si nos filles trouvent des étrangers qui peuvent épouser, qu'ils soient blancs ou pas, on n'a pas de problème. Nos frères aussi, mais à condition qu'ils n'oublient pas qui est la leur racine, justement. Docteur Assoumou, votre mot de fin. Oui, monsieur Ngos, vous savez, il y a un mot essentiel dans la vie, c'est la sécurité. Et le contraire, c'est bien sûr l'insécurité. Notre société a créé des conditions de sécurité. La société moderne crée des conditions d'insécurité. Et le mariage aujourd'hui est dans l'insécurité. L'homme est aujourd'hui dans l'insécurité. Vous avez lu l'aventure ambiguë de ce qui est arrivé à Samba Diallo. Oui. C'est ce qui est arrivé à ce couple. Et pourquoi, justement, comme Samba Diallo, ils ont choisi l'hypothèse la plus susceptible de les perdre. Vous voyez, Cyril Fala l'a dit, le bonheur n'est pas toujours dans les lits du voisin. La pelouse n'est pas toujours verte ailleurs. Et le docteur Yam vient de le dire. Ce sont des rêves. Nous voulons être des réfugiés. Nous voulons nous réfugier dans des univers qui nous consolent. Mais ce sont des univers superficiels. Et ce sont des univers trompeurs. C'est un bonheur trompeur. Il faut être dans un univers sécurisé. Et l'univers est sécurisé par la culture. Il faudrait, vous avez lu l'aventure ambiguë, je l'ai dit quand vous lisez ce que dit la Grande Royale. L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons avec soin à juste titre. L'école ne doit pas tuer à nos enfants ce que nous aimons et conservons avec soin. Je ne parlerai pas seulement de l'école, de l'éducation de manière générale. L'éducation qui commence par la famille. Elle ne doit pas tuer ce que nous aimons et conservons avec soin. C'est-à-dire notre culture. L'école ne doit pas le faire. Et vous êtes des éducateurs. Je peux chuter par là. Moi, j'écoute, je n'écoute plus les chaînes étrangères. Moi, j'écoute les radios locales, je regarde les télés, je n'écoute plus parce que vous ne pouvez pas avoir une chaîne qui traite des présidents africains dictateurs. Des dictateurs Mugabe, les dictateurs Kadhafi, les dictateurs tels. Or, nous savons qu'ils font pire que ces gens-là. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui se passe au Cameroun est mauvais, tout ce qui se passe en Afrique est mauvais. Et c'est l'entreprise d'aliénation qui continue, qui est perpétrée. Donc, je dis, je vous écoute, pas DBS. Vraiment, je voudrais vous féliciter. Je voudrais féliciter DBS. Les premières émissions en langue nationale, c'est sur la chaîne DBS. La présentation du journal en langue nationale, c'est sur la chaîne DBS. Où sont nos langues? Où sont nos cultures dans nos vies? Les médias, que font les médias? J'écoute la radio, je le dis, 60, parfois 70% des musiques que l'on joue. Donnez-moi le nom d'un grand musicien ivoirien. J'en connais pas. Peut-être Alpha Blondy. Peut-être mais les autres, coupés, décalés, ils font quoi? Le pays de Manu Dibango, le pays de Francis Bébé, le pays de Bonnard, Richard et autres, jouent 60-70% des musiques étrangères. C'est assez incroyable. Le bonheur n'est pas toujours dans les lits du voisin. Merci beaucoup. Merci également à vous, Docteur Yam. Merci. Non, une seconde. Non, le temps est quand même pas c'est le quiproquo qui tue Samba Diallo.
Donc attention au quiproquo. Attention au quiproquo. Docteur Yam, merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Messieurs, merci au professeur Assoumou. Merci à Parfait Patient d'Homme. On va pas oublier que Maître Thierno en avait marre déjà de Samba Diallo. Voilà pourquoi Tchekami Doukan va tuer justement il faut le dire, son héros dans l'aventure Amigo, parce que le héros commençait déjà à faire des folies. Il n'était pas compris. Mesdames, messieurs, c'est les achèves. C'était pas la quête. Non, le mec, il était déjà fou. Merci, mesdames, messieurs. Cette autre édition de DBS Matin. Dans la bonne humeur, c'est comme ça également tous les matins. N'oubliez surtout pas, le mariage, depuis le moment où il est scellé et conclu, est une chose à faire et non une chose déjà faite. À demain, si peut à Dieu. Au revoir.